30 ans se sont écoulés depuis le fameux mercredi noir du 16 septembre 92. Ce jour-là, la Banque d'Angleterre mordait la poussière suite à l'attaque spéculative du milliardaire George Soros contre le British Pound. Aujourd'hui, l'histoire se répète, sauf que le coupable, cette fois-ci, ce n'est autre que le gouvernement britannique. Cette histoire débute le 23 septembre 2022 et va se solder par un mouvement de panique sur les marchés financiers, une fuite des capitaux et une réprimande formelle du Fonds monétaire international. La Banque centrale a même été forcée d'intervenir pour absorber le choc. Selon Larry Summers, l'ancien secrétaire états-unien du Trésor, le Royaume-Uni pourrait déclencher une crise mondiale avec l'effondrement de la livre et la montée en flèche des rendements obligataires. L'économie britannique vacille et le monde entier retient son souffle. En moins d'un an, le taux d'intérêt des obligations de la couronne a été multiplié par 10. C'est très clair sur ce graphe. Fin 2021, l'État émettait des obligations remboursables sur 2 ans avec un intérêt de 0,4%. Aujourd'hui, l'État doit rembourser pour la même durée des intérêts fixés à 4%. Et pour couronner le tout, on peut trouver des titres comme celui-ci. L'inflation au Royaume-Uni pourrait dépasser 22% l'année prochaine, prévient Goldman Sachs. Alors qu'est-ce qui se passe à Londres? Comment l'Angleterre s'est-elle retrouvée au bord de la faillite? Pour y répondre, on a besoin de comprendre qui est Liz Truss, la nouvelle première ministre britannique, et quel est son plan pour le Royaume-Uni. Le point de départ de la crise actuelle remonte en réalité à la crise économique de 2008. Son économie était si dévastée qu'elle ne s'en est jamais remise. D'ailleurs, c'est le seul pays membre du G7 dont la croissance post-Covid était plus faible qu'avant la pandémie. Même l'Italie a réalisé de meilleures performances économiques à la reprise. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Depuis les crises de 2008, le PIB réel par habitant n'a augmenté qu'un tout petit peu au Royaume-Uni. Il est loin derrière celui des États-Unis ou de l'Allemagne. On parle quand même d'un écart de 10 points, ce qui est énorme. Cette croissance au ralenti, même pas 4% en 14 ans, a poussé le gouvernement à s'endetter pour financer les services publics. Mais il n'a pas pu éviter d'accentuer la pression fiscale sur les ménages et les entreprises. La fiscalité britannique est à son point le plus élevé de ces 40 dernières années. Alors évidemment, il y a beaucoup d'explications à cette faible performance, mais la principale, c'est la faible productivité du Royaume-Uni. Entre 2008 et 2020, la productivité britannique n'a augmenté que de 0,4%, soit moins de la moitié de la moyenne de l'OCDE. En gros, on parle d'un écart d'environ 4 000 $ entre les citoyens britanniques et les Français ou les Allemands. Alors pourquoi cette productivité au ras des pâquerettes ? Mais c'est surtout une question d'investissement. Dans l'outillage industriel, la modernisation des usines, les outils informatiques, des postes complètement délaissés ces dernières années. Ce graphique en est la preuve. Il présente les montants investis par les pays du G7. Même l'Italie, encore elle, fait mieux. Le Brexit a bien déstabilisé les marchés financiers, ce qui a évidemment eu des répercussions sur l'investissement au Royaume-Uni. En plus, son hyperspécialisation financière a pas non plus aidé dans la diversification des investissements. C'est la combinaison du manque d'investissement, de la faible productivité et de la méga concentration financière au Royaume-Uni qui explique son déficit courant qu'on estime à plus de 8% du PIB. Ça s'explique surtout par le large déficit commercial du Royaume-Uni. En gros, les importations britanniques dépassent de loin ses exportations. Alors, une précision quand même, un déficit commercial, c'est pas forcément mauvais tant que les flux financiers sortants sont capables de compenser le flux de marchandises entrant. C'est déjà le cas aux États-Unis par exemple et ça marche très bien. Sauf que pour que ça file droit, faut que les investisseurs aient confiance en la santé financière du Royaume-Uni. Le cas contraire, le livre sterling perd de son intérêt et le pays entre dans une terrible crise financière. Et c'est pas la seule conséquence du sous-investissement et de la faible croissance de la productivité britannique. Les salaires aussi sont touchés. Alors qu'en 2007, les salaires britanniques étaient supérieurs aux salaires français et allemands, ils sont aujourd'hui inférieurs. Tout simplement parce qu'ils n'ont pratiquement pas augmenté entre 2010 et 2019. En plus, les ménages britanniques à faible revenu sont nettement plus pauvres qu'en France et en Allemagne. On vous parle quand même d'une différence de l'ordre de 22 et 21% respectivement. Et pour couronner le tout, la dette publique en pourcentage du PIB a atteint son plus haut niveau historique depuis 1960. Les bases, les fondations même de l'économie britannique étaient visiblement fragilisées. Et que l'on aime ou pas Boris Johnson, son successeur a réussi à faire pire que lui en même pas 2 semaines. Alors, qui est-elle et comment s'y est-elle prise pour réaliser cet exploit? Son arme secrète? Une méga réforme. In these tough times, we need to step up. I'm determined to get Britain moving, to get us through the tempest, and to put us on a stronger footing as a nation. Les Trustnomics, une stratégie foireuse.
Le nouveau gouvernement de Liz Truss est parti sur les chapeaux de roue à peine 2 semaines après avoir pris les rênes du 10 Downing Street. Il a présenté un programme économique en totale rupture avec la ligne du Parti conservateur, vieille d'une décennie. Liz Truss et son chancelier de l'échiquier, en gros le ministre de l'économie et des finances, Kwasi Kwarteng, ont conçu une stratégie économique très libérale qui repose sur un assouplissement réglementaire et un allègement fiscal qui favorise surtout les grandes entreprises. Un plan qui dispose aussi d'une réduction des dépenses publiques dans l'espoir de relancer l'économie britannique. Liz Truss présente ce plan comme la mise à mort des politiques redistributrices au profit de la productivité et de la croissance. Ce qui était complètement insoutenable, c'était cette idée que nous pouvions simplement paver notre chemin vers la prospérité en omettant le fait que l'on avait atteint le pic de ces 70 dernières années en matière de fiscalité. Comment pensions-nous que ça allait se terminer? Kwasi Kwarteng, chancelier de l'échiquier. Et n'allez surtout pas croire qu'ils ont improvisé ce plan à la va-vite. Liz Truss et Kwasi Kwarteng ont coécrit un livre, Britannia Unchained, en 2012. Aujourd'hui qu'ils sont aux commandes, ils ont une occasion unique de défendre les hypothèses qu'ils ont exposées dans cet essai économique. Alors, est-ce que la comparaison entre Liz Truss et Margaret Thatcher est réellement pertinente? Le gouvernement britannique avait annoncé en 72 son intention de réduire massivement les impôts. On parle d'une imposition plus faible sur le capital et les bénéfices des sociétés, sur les revenus de tous les contribuables, d'une baisse des charges patronales et du gel des droits d'accise. Les droits d'accise, ce sont les impôts indirects qui sont perçus pour la consommation de biens divers comme par exemple l'alcool et le tabac. Bon, on ne pouvait pas réellement parler d'un choc fiscal, mais plutôt d'une multitude d'ajustements qui devaient, selon la doctrine thatcherienne, permettre la reprise économique de la Grande-Bretagne. Il s'agissait de l'allègement fiscal le plus important du Royaume-Uni jusqu'à aujourd'hui. Mais la fiscalité n'est qu'un des nombreux points que le gouvernement actuel souhaite réformer. Il procède aussi à des assouplissements réglementaires comme par exemple la suspension des plafonnements des bonus dans le secteur financier. Ces plafonnements avaient été introduits par l'Union européenne en 2014. Nous nous félicitons de l'orientation claire, de l'approche innovante du chancelier et de sa ferme approbation du secteur des services financiers en tant que catalyseur de l'économie britannique. Les mesures annoncées aujourd'hui sont le début de ce qu'il est nécessaire d'entreprendre pour libérer tout le potentiel du secteur. Déclaration de UK Finance, l'organisation britannique du patronat financier. En parallèle, le gouvernement a aussi annoncé la création de nouvelles zones économiques spéciales à travers le pays. Leur objectif principal, inciter l'investissement par le biais d'allègements fiscaux et réglementaires. Un peu dans la continuité de ce qu'avait tenté de faire Boris Johnson avec les ports francs durant son mandat. Les zones à investir vont plus loin que les récents régimes des ports francs. En plus des plus grandes incitations fiscales pour attirer les entreprises, ces zones réduisent aussi la bureaucratie et les processus de planification à rallonge qui empêchent bien souvent les investissements de se produire. Ben Hodgson, maire conservateur de la vallée des Tees. Bon, soit, pas vraiment surprenant de la part d'un parti ultralibéral. Sauf que sur ce plan, il tombe au plus mauvais moment, celui de la crise européenne de l'énergie. On parle souvent des pénuries de gaz, mais il y a aussi, et on l'oublie souvent, l'explosion des tarifs. En Grande-Bretagne, certains ménages ont vu leur facture d'électricité et de gaz multipliée par 4. En raison de l'invasion illégale de l'Ukraine par Poutine et du recours à l'énergie comme arme, le renforcement de notre sécurité énergétique est une priorité absolue. Jacob Rees-Mogg, ministre britannique de l'énergie. Liz Truss a été très claire sur ce sujet. Le Royaume-Uni doit se procurer une source d'énergie 1. Abondante et 2. Bon marché. Comment compte-t-il y parvenir? Déjà, le gouvernement britannique suit l'exemple de Bojo sur la question du nucléaire civil. Mais il a aussi annoncé l'attribution de nouveaux permis d'exploration et de forage en mer du Nord et surtout la levée du moratoire sur le gaz de schiste qu'on obtient par fracturation hydraulique. Baisse des impôts, déréglementation, zone économique spéciale, fracturation hydraulique, le Royaume-Uni post-Brexit, ça fait rêver. D'un point de vue ultralibéral, ces mesures ont du sens. Aux yeux des conservateurs, elles devraient permettre au Royaume-Uni de renouer avec la croissance. Low growth isn't just numbers on a spreadsheet. Low growth means lower wages, fewer opportunities, and less money to spend on the things that make life better. Mais alors, comment on s'est retrouvé dans une configuration qui a nécessité l'intervention de toute urgence de la Banque centrale à 2 reprises? 11 octobre 2022, la Banque d'Angleterre contrainte d'intervenir une nouvelle fois pour calmer les marchés. Pourquoi la bourse de Londres s'est-elle effondrée alors qu'on parlait de réduire les impôts et de booster la productivité pour stimuler la croissance nationale? Un peu contre-intuitif, non? Eh bah,
Paradoxalement, et malgré les mesures ultralibérales prises par le gouvernement, Liz Truss a aussi annoncé une hausse massive des dépenses publiques dans 2 domaines, l'énergie et la défense. Tout comme nous, et peut-être même plus, les ménages britanniques sont très inquiets au sujet de leur facture énergétique. C'est vrai que le gaz de schiste et la prospection en mer du Nord peuvent aider, mais les résultats vont tarder plusieurs mois, voire plusieurs années à se manifester. Du coup, Liz Truss a annoncé le plafonnement des prix de l'énergie pour les ménages et les entreprises. La différence sera prise en charge par l'État. Ce serait, aux côtés de l'Allemagne, le plus grand programme de subvention énergétique dans toute l'Europe. On estime que ce plan de soutien pourrait coûter au Royaume-Uni entre 100 et 200 milliards de livres. Son objectif, minimiser l'impact de la crise énergétique sur la croissance économique du pays. Les entreprises et les ménages sont temporairement à l'abri. Le souci, c'est que ce plan, il va coûter bonbon et on ne sait pas quand est-ce que le Royaume-Uni parviendra à trouver une source d'approvisionnement énergétique alternative et bon marché. Donc dans la durée, cette subvention publique n'est pas viable. Et à la question énergétique s'ajoute celle de la défense. Ben Wallace, le secrétaire d'État à la défense qui a servi sous Bojo et à présent Liz Truss, a confirmé que le gouvernement souhaitait investir massivement dans la modernisation de son armée. Le Royaume-Uni portera d'ici 2030 son budget militaire à 100 milliards de livres. En même pas 8 ans, il va carrément plus que doubler le budget militaire actuel pour atteindre les 3% du PIB. Pour financer cette hausse très généreuse des dépenses militaires, le Royaume-Uni n'aura d'autre choix que de creuser le déficit et d'accumuler encore plus de dettes. Et voilà comment on a complété l'équation. L'annonce de la baisse des impôts et de la hausse simultanée des dépenses publiques ont effrayé les investisseurs et ont déclenché la crise dont on entend tant parler aujourd'hui. Le déficit se creuserait annuellement à plus de 80 milliards de livres supplémentaires. C'est précisément la raison pour laquelle le gouvernement de Liz Truss n'a pas soumis son budget à l'Office pour la responsabilité budgétaire, probablement parce qu'il serait rejeté. C'est un organe uniquement consultatif, mais dont les conclusions sont prises très au sérieux. Alors quels pourraient être les effets d'un budget aussi déséquilibré sur l'économie britannique ? Panique générale. Le problème avec le plan de Liz Truss, c'est que c'est typiquement un cas de ça passe ou ça casse. Son annonce a eu 3 effets immédiats. Le premier, c'est l'effondrement de la livre qui atteint son niveau le plus bas face au dollar. Ensuite, les taux d'intérêt sur les bons du trésor britannique ont même dépassé ceux de l'Italie, de la Grèce et de l'Espagne. Tension maximale au Royaume-Uni. La livre plonge au plus bas depuis 1971 et son obligation rapporte 4,2%. Finalement, compte tenu des 2 éléments précédents, on craint un crash financier avec les fonds de pension en première ligne. Pourquoi les fonds de pension ? Parce qu'en fait, les rendements obligataires étaient si bas ces dernières années que les fonds de pension ont massivement investi dans les swaps, les contrats d'échange de taux d'intérêt. Un swap, c'est un produit financier dérivé de taux d'intérêt. Donc, quand le vent a tourné, la valeur des swaps a complètement dégringolé. Du coup, les fonds de pension ont dû faire face à une crise de liquidité et ils n'ont eu d'autre choix que de vendre leurs actifs à toute vitesse. C'est ce qui a poussé la Banque centrale à injecter 65 milliards de livres sterling dans les marchés financiers pour calmer le jeu. Depuis, elle a annoncé qu'elle allait intervenir une deuxième fois pour modifier la limite quotidienne d'achat d'obligations de 5 à 10 milliards de livres sterling. Ces 2 interventions, combinées à la promesse d'un plan de redressement budgétaire, a permis de stabiliser la situation et de redresser la livre sterling, provisoirement. Au-delà de la panique due à l'effondrement des swaps, pourquoi est-ce que la baisse des impôts a effrayé les investisseurs ? En vrai, après l'explication, vous verrez, c'est assez clair. Déjà, le trou budgétaire va s'agrandir considérablement. Les recettes, elles, vont diminuer du fait de la baisse de la fiscalité. Du coup, ce déficit budgétaire va être financé par la dette. On estime qu'au cours des prochaines années, alors qu'il est déjà très important, le déficit pourrait encore s'alourdir de plus de 300 milliards de livres additionnels. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a jusqu'à peu, les taux d'intérêt de la dette britannique étaient proches du zéro. Aujourd'hui, ils sont supérieurs à 4%. Les comptes publics vont raquer rien que pour rembourser les intérêts sur la dette. Il y a un risque réel que les gouvernements britanniques perdent la confiance des investisseurs étrangers, ce qui conduira à une crise de la livre sterling. Mark Doding, directeur des investissements chez Blue Bay Asset Management. Bref, un autre risque que pose le plan conçu par Liz Truss et Kwasi Kwarteng, c'est le risque d'inflation et de dévaluation de la livre sterling. La conséquence naturelle, ce serait l'augmentation du coût des importations et l'aggravation du déficit du compte courant qui entraînerait à leur tour l'inflation et la dévaluation de la livre. Un beau cercle vicieux. Si ce scénario se concrétise, alors en plus d'injecter des liquidités et d'acheter ses propres titres de la dette, la Banque centrale britannique se verrait contrainte de rehausser les taux d'intérêt pour justement lutter contre l'inflation et pour stabiliser la livre sterling. Des taux d'intérêt plus élevés pourraient nuire à la croissance car ils réduiraient les demandes de crédit et les projets d'investissement. Et faut pas oublier que dans le même temps, le coût de la dette publique augmenterait. En fait, les investisseurs sont effrayés par le risque de basculer dans une crise financière majeure.
Alors perso, on n'est pas des économistes, mais Kwasi Kwarteng a un doctorat d'histoire économique après avoir étudié à Cambridge, Eton et Harvard. Liz Truss, pour sa part, a étudié à Oxford. Leur manque d'anticipation est franchement incompréhensible et donne une idée de leur incompétence. Le gouvernement avait pourtant annoncé des dépenses publiques temporaires en espérant qu'il pourrait compter sur la confiance des marchés. Il avait aussi prévu à moyen terme de geler, en tout cas de réduire au max les dépenses publiques. Sauf que le gouvernement fait exactement le contraire de ce qu'il avait annoncé. Les dépenses publiques montent en flèche alors que la fiscalité baisse. Ça complique pas mal le travail de la Bank of England, dont le cœur de métier est justement la lutte contre l'inflation, particulièrement élevée en ce moment. Les marchés bougent tout le temps. Il est très important de rester calme et de se concentrer sur la stratégie à long terme. Kwasi Kwarteng, chancelier de l'échiquier. L'économie britannique a bien besoin d'un défibrillateur, mais pas dit que le plan de Liz Truss soit le plus recommandable. La baisse des impôts combinée à la hausse des dépenses publiques, c'est un peu vouloir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Le contre-coup a été si violent que le gouvernement a été obligé de faire marche arrière. La mesure phare, l'abaissement des taux d'imposition pour la tranche la plus élevée des revenus, a été provisoirement gelée. Étant donné le contexte social, le message était particulièrement rude pour la classe moyenne et à bas revenus. Même que la directrice du FMI a appelé la Grande-Bretagne à adopter des politiques économiques et budgétaires cohérentes et consistantes. Si c'est pas un rappel à l'ordre en bonne et due forme, pas de surprise ici, le Royaume-Uni est en train d'affronter les conséquences du Brexit. Pour parvenir à surmonter ces obstacles, les Britanniques doivent retrouver leur compétitivité et un semblant de justice sociale. I have 3 priorities for our economy: growth, growth, and growth. À ton tour maintenant, tu penses quoi du plan de Liz Truss et de Kwasi Kwarteng? L'économie britannique parviendra-t-elle à surmonter cette crise? Est-ce qu'on pourrait et est-ce qu'on devrait transposer cette stratégie à la France ou au pays d'où tu nous écoutes? Luxembourg, Suisse, Belgique, Canada, Afrique francophone. Comme d'hab, on espère que cette vidéo t'a plu. Pense à nous suivre sur Instagram et LinkedIn. Fais tourner cette vidéo à tes potes et nous, on te dit à la prochaine et God save the King.